La grande interview CNews Europe 1, bienvenue à tous. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous, journaliste, écrivain, bien sûr, auteur du livre Histoires intimes de la Ve République, dont le dernier tome est la tragédie française. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain donc de l'interview du président de la République, où il a été question de l'Ukraine. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a maintenu sa position. Il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Déjà, comment est-ce que vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, hier soir à la télé? Excellent. Bah oui, de temps en temps, oui. Moi, je suis un journaliste honnête. J'essaie de temps en temps de prendre du recul. Et franchement, oui, je tape à bras raccourcis régulièrement sur Macron. Là, franchement, c'était sobre et c'était bien. Qu'est-ce que vous avez aimé? Le fond du discours, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de pédagogie. Il faisait un peu de pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée sotte qui s'est répandue en France, mais comme dans tous les pays d'ailleurs, toujours, c'est que pour faire la paix, il faut préparer la paix. Il faut faire la paix. Voilà, ça c'est un peu le tweet de Mélenchon. Je dis que c'est une idée sotte parce que ça correspond à rien dans l'histoire. L'histoire, justement, elle a été faite par des gens qui ont préparé la guerre pour ne pas la faire. Il faut relire l'art de la guerre de Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, un général chinois qui écrit, et ça sert encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est un livre qui se vend toujours, il explique que la guerre, c'est en la faisant pas qu'on la gagne, et que l'art de la guerre, c'est de vaincre sans combattre. Voilà. Et c'est ça l'idée. Et si vous voulez, là, moi je ne ferai même pas le procès, j'entends les procès ce matin sur... Il essaye c'est dans le cadre des européennes, il essaye d'exister, etc. Non, parce que il y a quelques mois, l'Ukraine n'était pas dans cette situation. Et il y a quelques mois, on ne pensait pas que peut-être Donald Trump allait gagner les élections. Et Donald Trump, vous savez, là, c'est fini pour l'Europe. Ils sont fous. Il va regarder du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du côté de la Chine, et rien à foutre de l'Europe. Il va nous laisser tout seul nous débrouiller avec Poutine et Erdogan. Ça promet. Donc, il y a une forme d'inquiétude quand même quand on regarde un peu loin. Et là, j'ai trouvé que franchement, oui, on peut le dire de temps en temps. Donc, vous dites qu'il faut montrer les muscles à Poutine. Il n'y a que ça qui comprend. Oui, sauf qu'on n'a pas beaucoup de muscles sur le plan, militaire. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais enfin, on a quand même, avec cette armée professionnelle, on a quand même une élite militaire. Il faut pas là-dessus, c'est clair que l'armée française, elle tient le coup. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment sur le plan du matériel. Il s'adressait aux Français ou à Vladimir Poutine hier soir, Emmanuel Macron? Les deux. Les deux, je pense que cette fermeté, elle est saine, puisque la réalité des choses, vous savez, il y a, je dis pas que c'est dans les gènes russes, mais il y a quelque chose d'étrange dans la Russie, toujours qui se plaint et qui veut toujours avancer. N'oubliez pas qu'après la guerre, par exemple, la Russie a volé pas mal de choses. Elle a par exemple volé une ville qu'on appelle aujourd'hui Kaliningrad, Königsberg, ça s'appelait autrefois, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et Königsberg, vous savez ce que c'était? La capitale de la Prusse orientale. Les pays baltes que Poutine revendique, au départ, c'est l'ordre des chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques, à ma connaissance, ils sont ni russes, ni soviétiques, ni communistes. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. C'était au contraire. D'ailleurs, les pays baltes sont habités par les germano-baltes, comme on dit. Donc si on fait un peu d'histoire et qu'on regarde le discours de Poutine sur l'Ukraine, c'est à nous. Demain, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Si l'Ukraine a été occupée pendant 2 siècles par la Russie, donc elle serait russe. La Pologne aussi a été occupée 2 siècles, donc elle sera russe aussi. Puis peut-être demain, il nous dira, les pays baltes, là, il dit de temps en temps que la Moldavie l'intéresse, puis peut-être demain, ce sera à Paris, parce qu'il y a des Chagall à récupérer, grand peintre russe. Non, mais c'est ça. C'est ça. À un moment donné, il faut mettre le holà. Sur l'opinion publique française, si la Russie gagne, c'est la sécurité de toute l'Europe qui est en jeu. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, et notamment, c'est ce que vous disiez, la sécurité des Français. Comment, à votre avis, Franz-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin, comment, à votre avis, l'opinion publique française, donc comment les Français accueillent ce message? C'est un peu angoissant, c'est sûr. Non, mais je veux pas dire que c'est pas angoissant, mais la situation du monde aujourd'hui est angoissante. Il y a des conflits absolument partout. Mais je pense là, hier, si vous voulez, il a fait de la pédagogie, il a expliqué la réalité des choses. Vous savez, Poutine, faut bien voir qu'est-ce que c'est. La Russie, c'est une kleptocratie. C'est une mafia qui gouverne. Il veut pas être pendu. Il a peur de son peuple, Poutine. Et quelle est la meilleure façon, de s'en sortir pour lui? C'est toujours la fuite en avant de beaucoup de tyrans. C'est-à-dire, c'est
d'avancer, de donner à manger aux nationalistes, c'est-à-dire voilà des petites conquêtes assez régulièrement, et une fois qu'il en aura fait une, il faudra qu'il en fasse une autre, parce qu'il a peur. Je pense que ça apparaît très bien. D'ailleurs, franchement, s'il n'avait pas peur, il n'aurait pas fait tuer Navalny, il n'aurait pas fait attaquer à un coup de marteau là son chef de cabinet, son ancien chef de cabinet, enfin son bras droit à Vénus il y a quelques jours. Enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui est quand même, il n'est pas à l'aise. Emmanuel Macron, qui est soupçonné par l'opposition, en réalité de mettre la Russie, l'Ukraine au cœur des débats actuellement, pour en fait jouer la carte de la politique intérieure pour les Européennes. Vous y croyez ou pas? Vous êtes sur cette ligne ou pas? Visiblement, non. Non, je n'y crois pas parce qu'il n'a pas cité le RN ni France Insoumise hier soir. Non, mais c'est vrai qu'on peut le penser. Ça me paraît d'ailleurs naturel de le penser. C'est aussi de la politique politicienne. Mais simplement, les circonstances font qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il intervienne. Parce que c'est normal de tenir ce discours. Je le répète, l'Ukraine aujourd'hui, souvenez-vous encore il y a quelques mois, on pensait même que peut-être l'Ukraine allait gagner la guerre. On n'en est plus là du tout. Au contraire, l'Ukraine est un peu dans les cordes. Donc la situation a radicalement changé. C'est Poutine qui a changé ou c'est nous qui avons changé? On va revoir les images sur CNews et pour les auditeurs d'Europe 1, je vais les décrire. Mais Emmanuel Macron a quand même reçu Vladimir Poutine en grande pompe en 2017, donc 3 ans après l'invasion de la Crimée, 3 ans après, reçu à Versailles. Et puis 2 ans après, il a été reçu, Vladimir Poutine, à Brégançon. Qui a changé? Je pense qu'on se fait des illusions sur Poutine. Vous savez, il y a en France un courant russophile. Moi, je suis très russophile, j'adore la Russie, enfin, on est tous un peu pareils. Et donc, je pense que beaucoup de gens se sont trompés sur Poutine. Il y en a qui ne se sont pas trompés. Vous regardez le livre de politique étrangère que François Hollande a écrit, on voit bien que lui, il s'était pas trompé. Mais Poutine, je crois, a toujours été Poutine. C'est un ancien chef du KGB qui, en plus, est comment dire, c'est un rapace. C'est un rapace avec sa mafia d'oligarques. Il essaie de ramasser le maximum. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il tue surtout ses opposants qui s'attaquent à sa prévarication. C'est-à-dire, c'est très étrange. Ce gouvernement, enfin, comment dire, il est à la tête d'un immense pays qui est assez pauvre, qui a pourtant beaucoup de richesses. Mais les gens sont pauvres. C'est un petit PIB, comme on dit, produit intérieur brut. Hein, c'est à peu près l'équivalent de l'Italie pour un grand pays comme ça, avec plein de richesses, un peuple très nombreux. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours un peu obligé d'avancer. On parlait des Européennes à l'instant. On va se pencher sur cette campagne des Européennes. En 2019, l'écart entre le RN et la République En Marche était de 200 000 voix, soit moins d'1 point. 5 ans plus tard, Jordan Bardella a presque 12 points d'avance sur Valérie Hayé dans les sondages. Quel est votre commentaire? C'est énorme. C'est-à-dire, on a le sentiment quand même que le Rassemblement national se rapproche de plus en plus du pouvoir. Et là, vous voyez, je vais être moins gentil pour Macron. J'ai l'impression que Macron fait tout pour l'aider, sans le faire exprès, mais simplement, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est le gouvernement de la parlotte. Hein? C'est ça, le gouvernement de la parlotte. Un gouvernement qui n'agit pas. Et il est temps d'agir. Alors, on voit, oui, il y a beaucoup de déclarations maintenant. La stratégie de l'exécutif, ça consiste à tacler le RN, pour être très, très clair. Oui, c'est son programme de campagne. C'est une stratégie idiote, parce que là encore, c'est la parlotte. Il faut agir. Vous voyez, il y a des sujets fondamentaux. La France est menacée, pas seulement par la Russie. Et là, j'aurais aimé de temps en temps aussi que, Emmanuel Macron, au lieu de se regarder souvent dans le miroir sur des grands sujets, parle aussi par exemple, la dette incontrôlée. C'est un vrai sujet. Ça peut nous tomber dessus à tout moment, une crise financière, on le sait très bien. Parce qu'on est dans une situation intenable. On dépense beaucoup plus qu'on produit. Hein, on travaille pas beaucoup, les Français. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a tous ces sujets qu'il faut traiter. L'immigration, si vous rajoutez les premiers titres de séjour aux premières demandes d'asile, ça fait déjà 460 000. Vous savez que par Gérald Darmanin, il l'a dit, on a entre 600 000 et 900 000 clandestins. Ça fait quoi alors chaque année en plus? L'équivalent de 600 000, peut-être 700 000 immigrés supplémentaires. Donc c'est ingérable. C'est ingérable dans l'école. C'est ingérable. On le voit très bien. Il y a un côté, comment dire, comme si nous. Vous voyez la France décliner, François-Olivier Gisbert? Oui, je dirais, il y a un effondrement.
Il y a un effondrement, il faut s'en occuper. Et je veux dire, quand on a 100 milliards de déficit budgétaire et qu'on est content parce que c'était beaucoup plus l'année d'avant, il y a quelque chose qui cloche quand même. Voilà. Et puis regardez d'ailleurs les dernières prévisions de l'INSEE, ça fait un petit froid dans le dos quand même. C'est-à-dire que le premier trimestre pas de croissance, le deuxième ça sera un tout petit peu, un petit chouïa. Il y aura moins d'1% a priori cette année. Oui, mais enfin bon. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est un pays qui est mal géré, qui a des déficits partout. C'est pas comme ça qu'on fait de la croissance. Vous savez très bien la croissance. Est-ce que les Français sont prêts à entendre qu'il faut faire de gros efforts? Eh ben, je veux dire, justement, c'est un discours qu'il faudrait tenir. Le général de Gaulle, souvenez-vous de 1958, hein, là, c'est l'historien de la 5e qui parle. 1958, le plan de rigueur, le plan d'assainissement Pinet-Rueff, qui était conçu par Jacques Rueff, qui est un grand économiste, il fallait lui mettre des statues partout. C'était un plan extrêmement violent, extrêmement dur. Quelques années plus tard, la France avait une croissance à la chinoise. On avait peut-être le sens de l'effort, peut-être un peu plus à l'époque. Mais ça revient facilement. Les Français n'attendent que ça. On a un grand peuple. Enfin, faut cesser de dire voilà que c'est foutu, que c'est fini. Mais non. Mais simplement, il faut redonner des perspectives. Et puis, il faut faire preuve de courage. Beaucoup de sujets à voir avec vous, Franz-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à Sciences Po. Une étudiante, membre de l'Union des étudiants juifs de France, qui s'est fait refuser l'entrée dans un amphithéâtre de la prestigieuse école parisienne, à l'occasion d'une journée de mobilisation universitaire pour les Palestiniens de Gaza. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po? Bon, c'est le wokisme. Voilà, c'est le temple du wokisme. Et là encore, il y a eu beaucoup de faiblesses. Hein. C'est un copain de Macron qui était directeur, là, qui est parti pour des raisons différentes. Je crois que c'est Mathias Vichra. Bon, le pauvre, il est présumé innocent. Ne commentons pas. Mais voilà, c'était typique d'une gestion, laxiste. On laisse aller, c'est pas grave. Mais non, c'est grave. À un moment donné, je veux dire, ce pays est en train de perdre le sens des règles. Vous voyez, il suffit de se promener dans la rue. Notamment à Paris, j'en parle pas. Enfin, tout ça est angoissant. Tout le monde crie les feux rouges. Enfin, c'est hallucinant. Et ça, si vous voulez, c'est le symptôme d'une espèce de dérèglement général de la société. Et je veux dire, quand je parle d'effondrement, c'est un effondrement. Et je pense que là, Macron, après oui, je dirais Parce que la direction de Sciences Po a de fait laissé faire. Mais c'est-à-dire, c'est considéré comme normal. Il faut rien faire. Et je pense qu'il est temps de rétablir l'ordre. Et puis, l'histoire de ce qui s'est passé là est absolument abjecte. Hein? Je pense que il y a beaucoup de gens. Moi, franchement, je suis pas juif, je me sens juif quand je vois ce qui est fait aujourd'hui. Comment ça se passe? Parce que il y a pas que ça. Marco, là, le monsieur là qui s'est fait taper à coups de marteau en sortant d'une synagogue dans le 20e arrondissement. Oui. Bon, oui, moi je me sens Marco aussi. On se sent tous comme ça. Il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Vous le voyez bien. Et on a et c'est parce qu'il y a un sentiment, d'impunité. Je pense qu'il faut revenir. Il y a une extrême gauche qui souffle sur les braises. Il y a une extrême gauche antisémite en France? Allez, on va le dire, oui, bien sûr. On le sent très bien. Certains élus, enfin, on entend des discours, ce sont des discours antisémites, bien sûr. Déjà, quand on dit Hamas n'est pas terroriste, oui, quand même, excusez-moi. Oui, c'est les viols, les pogroms, et tout ça. Et les viols n'ont pas d'importance. Mais c'est toutes ces féministes, ces soi-disant féministes, qui vont manifester, qui trouvent tout à fait normal. Oui, c'est normal, ce sont des Israéliennes, c'est pas grave, si elles ont été violées. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et je veux dire, vous ouvrez n'importe quel poste de radio, vous entendez certains élus sur ces questions, notamment autour de... Attendez, moi je suis pour un État palestinien, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que nous avons des Juifs chez nous, ils ne sont pas comptables de ce qui se passe là-bas. Et je veux dire, ils ont le droit à l'existence en France. Ils ont le droit à l'existence en Israël et en France. Il faut arrêter ça. Vous imaginez où est-ce qu'on en est? On en est à dire que les Juifs ont le droit... oui, de rester chez nous. Chez nous. Mais et qu'est-ce qui se passe quand on leur dit ne rentrez pas, madame? Enfin, elle a le droit. Elle est chez elle. Enfin, il y a quelque chose... Vous voyez, et là, franchement, je trouve que l'absence totale de réaction, il y a des discours, bien entendu, mais je trouve qu'il faut faire des enquêtes. Là, je vois qu'il y a une enquête qui a été demandée, et j'espère qu'il y aura des sanctions.
Il faut retrouver ces personnes qui très courageusement étaient derrière des cagoules. Et puis, il faut les virer. Les virer de Sciences Po. Ils n'ont rien à faire à Sciences Po. Merci beaucoup. Merci Franz-Olivier Gisbert. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale pour décrypter ce qui se passe en France. On a commencé par l'Ukraine et là on était sur ce qui s'est passé de scandaleux à Sciences Po. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert. La tragédie française, votre dernier livre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Romain Desarts.